La vidéo d'aujourd'hui concerne le sujet Polynésie juin 2018 pour les terminales S et c'est l'exercice 1 portant sur les probabilités. Alors, juste avant de démarrer l'exercice, je vais relire avec vous le rappel de connaissances. On vous parle des intervalles de fluctuation asymptotique au seuil de 95%, avec une formule qui est donnée, n qui désigne la taille de l'échantillon, etc. Donc, petit rappel sur les intervalles de fluctuation, si jamais il y a quelques soucis dessus. Et sinon, avancez la vidéo, passez directement à la correction. Donc, les intervalles de fluctuation. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va dire qu'on a une population, par exemple l'ensemble des Français, et qu'on a une proportion dans cette population de gens qui aiment les mathématiques qui est de 45%. Donc ma proportion ici vaut 0,45. On se pose la question pour les intervalles de fluctuation. La question c'est si jamais je prends un échantillon dans cette population, si je prends un échantillon, donc population très grande, etc., les conditions habituelles, si je prends un échantillon de taille n, la question est de savoir, alors n je peux prendre un exemple, par exemple si je prends 1000 personnes, eh bien la question est de savoir la proportion des gens qui aiment les mathématiques dans mon échantillon, qu'est-ce qu'elle a le plus de chances de valoir. Donc, ma proportion dans mon échantillon, c'est ce qu'on appelle une fréquence. Alors si je veux le voir sous forme de variable aléatoire, je le note grand F. Et si je parle vraiment de la valeur que ça peut prendre, donc éventuellement petit f, la fréquence que je vais trouver une fois que j'aurai fait mon expérience, donc petit f, je me doute qu'elle ne devrait pas être très loin de 0,45. Effectivement, assez intuitivement, on se doute que la fréquence qu'on va trouver dans l'échantillon a de grandes chances de ressembler à la proportion dans la population, puisqu'une fréquence, c'est aussi une proportion, mais dans notre échantillon, ici. Donc, cette fréquence ne sera pas forcément exactement de 0,45, mais on se doute qu'elle devrait être pas très éloignée. Alors, pas très éloignée, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, on va construire un intervalle dans lequel on saura qu'elle est censée être dedans, cette fréquence, 95 fois sur 100. Donc, on va construire un intervalle dans lequel on pense pouvoir trouver la fréquence avec une probabilité de 95%. Alors, donc, ça veut dire que dans 95% des cas, si je fais cette expérience-là, eh bien, la fréquence devrait se retrouver autour de P. Alors, dans quel intervalle? Dans l'intervalle P moins 1,96 racine de P fois 1 moins P sur racine de n et P plus 1,96 racine de P fois 1 moins P sur la racine carrée de n. Donc ça, on appelle ça un intervalle de fluctuation asymptotique. Alors je vais expliquer tous ces mots pour la fréquence, parce qu'en fait, du coup, la fréquence, si je fais plein de fois cette expérience, elle ne sera probablement jamais la même à chaque expérience. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va fluctuer. Mais elle ne devrait pas être la même à chaque expérience, mais elle devrait quand même être autour de 0,45. Autour de 0,45, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans l'intervalle. Ça veut dire qu'ici, ma fréquence va fluctuer, mais elle va fluctuer entre la valeur qui se trouve ici et la valeur qui se trouve là. Cette valeur qui se trouve ici, cette valeur qui se trouve là, je peux les calculer puisque je connais P et que je connais N. Donc en fait, ça va me donner des nombres, par exemple 0,42 ici, et puis ici 0,48, ce qui voudra dire que ma fréquence devra fluctuer entre finalement 0,42 et 0,48. Ou plutôt, ça veut dire qu'il y aura 95% de chances pour qu'elle se trouve dans cet intervalle. Par contre, dans cet intervalle, je ne sais pas où. Ce qui veut dire qu'elle va bouger. Donc c'est un intervalle dans lequel fluctue la fréquence, d'où le nom intervalle de fluctuation pour la fréquence. Pourquoi asymptotique? Parce qu'en fait, il provient des théorèmes qui se disent asymptotiques, c'est-à-dire dans lesquels on fait intervenir des limites, d'où le nom d'asymptotique.
Donc ça, là-dessus, je ne reviendrai pas dans cette vidéo dessus. Et du coup, pourquoi 95%, au seuil de 95%? Parce qu'on a choisi de construire un intervalle dans lequel on devrait trouver la fréquence 95 fois sur 100. Voilà. Donc c'est un intervalle dans lequel on a 95% de chance de trouver la fréquence si jamais on fait cette expérience. Voilà, donc dans ce cas-là, si je n'ai pas encore fait l'expérience et que je m'intéresse du coup à la variable aléatoire, petit f, je vais plutôt le noter grand F, puisque c'est une valeur que je ne connais pas, puisque l'expérience n'a pas encore été faite. Donc ma variable aléatoire, grand F, va prendre une valeur petit f, qui devrait être dans cet intervalle, avec une probabilité de 95%. Alors il y a des conditions qu'on estime nécessaires pour appliquer, pour que cet intervalle ait un sens. Les conditions sont que n doit être supérieur à 30. Il faut que n fois p soit supérieur à 5. Et que n fois 1 moins p soit également supérieur à 5. Voilà les trois conditions. Donc il faut que la taille de mon échantillon soit suffisamment grande. Alors n supérieur à 30, généralement on atteint 30 assez rapidement. Vous voyez ici n vaut 1000. N fois p, c'est finalement l'espérance de trouver l'espérance du nombre de personnes qui aiment les mathématiques dans mon échantillon. Ça doit être supérieur à 5. Moi par exemple, ça ferait 0,45 fois 1000, ça ferait 450. Donc on est largement supérieur à 5. Ici, n fois 1 moins p, finalement, c'est l'espérance du nombre de personnes qui n'aiment pas les mathématiques cette fois-ci, puisque 1 moins p, c'est la probabilité qu'une personne n'aime pas les mathématiques. Et donc ici, eh bien, on trouve 1000 fois 1 moins 0,45, c'est-à-dire 0,55, ce qui fait 550. 550 est bien plus grand que 5. Donc, par exemple, dans mon exemple ici, on pourrait créer cet intervalle et on estime qu'il aurait du sens. Voilà pour le rappel sur les intervalles de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Donc maintenant, je vais démarrer l'exercice normalement. Donc on me dit, la municipalité d'une grande ville dispose d'un stock de DVD qu'elle propose en location aux usagers des différentes médiathèques de la ville. Afin de renouveler son offre de location, la municipalité décide de retirer des DVD de son stock. Parmi les DVD retirés, certains sont défectueux, d'autres non. Parmi les 6% de DVD défectueux sur l'ensemble du stock, 98% sont retirés. On admet par ailleurs que parmi les DVD non défectueux, 92% sont maintenus dans le stock. Les autres sont retirés. Donc on indique que les parties sont indépendantes. Ça, c'est un bon signal, c'est-à-dire que je pourrais attaquer chaque partie, même si je n'ai pas réussi à finir l'une des parties précédentes. On choisit un DVD au hasard dans le stock de la municipalité. On considère les événements suivants. D, c'est le DVD est défectueux, donc D comme défectueux, et R, le DVD est retiré du stock, donc R comme retiré du stock. On note D bar et R bar, les événements contraires respectifs des événements D et R. Petit rappel sur le mot respectif. Les événements contraires respectifs des événements D et R, le mot respectif veut dire qu'en fait les noms D bar et R bar ont été donnés dans le même ordre que les noms des événements qui suivent, donc D et R. Donc D bar est associé à D, R bar est associé à R. Donc ça paraît tout bête. Ici il y a les notations D et R, ça paraît assez évident, mais respectif, voilà, c'est ça. C'est que on va donner les informations dans le même ordre. Démontrer que la probabilité de l'événement R est 0,134. Alors, déjà, cet énoncé de la partie A, elle me fait fortement penser au chapitre dans lesquels on utilise un arbre de probabilité. Donc, je vais m'orienter vers ça. Et P de R, finalement, puisque c'est ça qu'on me demande, on me demande de montrer que P de R vaut 0,134, ça me rappelle fortement la formule des probabilités totales, quand on me demande la probabilité d'un événement comme ça. Peut-être que je me trompe, mais moi, mon esprit commence à se diriger vers ça. Du coup, je vais essayer peut-être de faire un arbre, puisque là, j'ai deux événements, D et R. Je pense pouvoir construire un arbre. Alors, ce serait un arbre qui démarrerait par quoi?
par D, D bar ou R, R bar? Eh bien, je lis mon énoncé, je regarde ce que mon énoncé a privilégié. Et la première phrase dans laquelle je vois des probabilités, c'est parmi les 6% de DVD défectueux sur l'ensemble du stock, 98% sont retirés. Donc quand on me dit parmi les 6% de DVD défectueux sur l'ensemble du stock, 98% sont retirés, en fait, il y a deux informations. La première information, c'est qu'il y avait 6% de DVD défectueux sur l'ensemble du stock. Donc ça veut dire qu'en fait, mon exercice m'a d'abord parlé de défectueux ou non. Donc, je vais démarrer par D et D bar, puisqu'on m'a dit que 6% des DVD sur le stock étaient défectueux. Ça n'est donc pas conditionné, le fait d'être défectueux, au fait d'être retiré ou pas. Donc ici, je me retrouve avec 0,94, puisque la somme, quand je pars d'un nœud, doit faire 1. Alors je vais changer de stylo parce qu'il commence à rendre l'âme. Ici, donc on m'a dit parmi les 6% de DVD défectueux, donc c'est quand je suis dans ce stock-là de DVD défectueux, eh bien il y en a 98% qui sont retirés. Donc retirés, c'est avec un R. Donc 98% sont retirés, ce qui veut dire qu'il y en a 2% qui sont gardés, puisque je pars d'un nœud, la somme doit faire 1. Voilà, et on admet par ailleurs que parmi les DVD non défectueux, donc sachant que le DVD n'est pas défectueux, 92% sont maintenus dans le stock. Alors attention, là on nous indique ceux qui sont maintenus dans le stock, donc ceux qui ne sont pas retirés. Donc 0,92 sur cette branche, et par contre, ceux qui sont retirés, il y en a 8%. Donc ça paraît assez logique, hein, un DVD non défectueux a de grandes chances d'être conservé, alors qu'un DVD défectueux a de grandes chances d'être retiré. Voilà pour la construction de mon arbre. Et donc effectivement, je me dirige bien vers ce vers quoi j'avais pensé, c'est-à-dire qu'ici, je m'aperçois qu'on me demande P de R, et que du coup, les R, je les retrouve sur ces branches, que je me rends compte que D et D bar forment une partition de mon univers, et que du coup, je vais utiliser la formule des probabilités totales, c'est-à-dire que je vais additionner la probabilité de cet événement qui est représenté par la branche ici, donc D inter R, que je vais additionner avec la probabilité de l'événement qui est représenté par la branche ici, qui est D bar inter R. Donc c'est parti. D'après la formule des probabilités totales, donc ça c'est la question 1, hein. D'après la formule des probabilités totales, donc P de R va être égal à la probabilité de l'événement représenté par cette branche, donc P de D inter R, que j'ajoute avec la probabilité de l'événement représenté par cette branche, donc P de D bar inter R. P de D inter R, donc c'est P de D, puisqu'ici c'est conditionné par rien du tout, fois P de R sachant D. Donc ça me donne P de D fois P de R sachant D, que j'ajoute à P de D bar, celle-là n'est conditionnée par rien, fois, celle-là est conditionnée par D bar, donc P de R sachant D bar. P de R sachant D bar. Si je remplace, ça me donne 0,06, c'est ici, fois 0,98, plus 0,94, fois 0,08. Je vais faire mon application numérique. Pour cela, je vais prendre ma calculatrice. Hop. Alors, 0,06. Donc, je vais vérifier que ça me redonne bien le résultat de l'énoncé, puisque finalement, l'énoncé me donnait le résultat. 0,94 fois 0,08. Et ça me donne bien 0,134. J'ai donc P de R qui vaut 0,134. Et ça vient conclure, du coup, ma question.
On peut donc passer à la suite. J'efface ce calcul, mais je me rappelle que P de R vaut 0,134. Je me le renote quelque part. Hop, ici par exemple, P de R égale 0,134. On passe à la question 2. Je garde mon arbre parce qu'il y a de grandes chances pour qu'il me resserve pour toute la partie A. Donc une association caritative contacte la municipalité dans l'objectif de récupérer l'ensemble des DVD qui sont retirés du stock. Un responsable de la ville affirme alors que parmi ces DVD retirés, plus de la moitié est composé de DVD défectueux. Alors, cette affirmation est-elle vraie? Donc on va essayer de vérifier si parmi les DVD retirés, ceux qui sont défectueux représentent plus de 50%. Donc quand on dit parmi les DVD retirés, donc ça veut dire qu'on s'intéresse à une probabilité, sachant que le DVD a été retiré, qu'il soit effectivement défectueux. Donc probabilité d'avoir un DVD défectueux parmi ceux qui ont été retirés. Donc il estime que ça représente plus de 50%. On imagine bien, hein, quand il donne à l'association, il n'a pas forcément envie de donner trop de choses défectueuses. Donc on s'intéresse à la probabilité dans le groupe des DVD retirés d'avoir un DVD qui est défectueux. Donc mon résultat, ça ne va pas être 50% ou quoi que ce soit, mais je vais le comparer aux 50% annoncés. On m'a annoncé qu'il y en avait plus de 50% dans ce cas-là, des DVD défectueux parmi ceux qui ont été retirés. La question c'est est-ce que le résultat que je vais trouver va être plus grand que 50%, auquel cas il aura raison, puisqu'il a dit il y a au moins 50% de DVD défectueux, ou est-ce que c'est moins de 50%, et dans ce cas-là, eh bien, on va dire que son affirmation est fausse. Donc je vais devoir calculer cette probabilité. Cette probabilité, alors soit je connais la formule par cœur, ce qui est quand même mieux, c'est la probabilité de l'intersection de mes deux événements, R inter D divisé par P de R. Sinon, on pourrait imaginer l'arbre qui nous permettrait de trouver ça. Donc D sachant R, ce serait un arbre qui commence par R bar, qui poursuivrait avec D bar, D bar. Donc c'est l'arbre inversé, en général je dis ça, c'est l'arbre inversé de celui-là. C'est l'arbre qu'on aurait eu si l'exercice avait choisi non pas de classer au début les DVD en défectueux, pas défectueux, est-ce que je le retire ou non, mais avec le groupe de ceux qu'on retire, ceux qu'on ne retire pas, et à l'intérieur d'aller voir ceux qui sont défectueux et ceux qui ne le sont pas. Dans ce cas-là, la probabilité de D sachant R, elle se trouve ici. Donc en fait, c'est ça qu'on vous demande. Pour trouver celui-là, vous savez que P de R, puisque là c'est conditionné par rien, ça c'est P de R. Et sur la branche totale, ici, on aurait la probabilité de l'événement R inter D. Donc vous voyez, normalement, ça fois ça me donne ça. Donc celui qui me manque ici, c'est le résultat divisé par P de R. Donc P de R inter D divisé par P de R. Voilà pour la formule, d'où elle vient. Du coup, eh bien, il se trouve que ces deux arbres, ce qu'ils ont en commun, ils n'ont rien en commun sur les branches ici. Hein. Généralement, ils n'ont rien en commun. Par contre, ce qu'ils ont en commun, ces arbres, c'est les probabilités des branches totales. Vous voyez, R inter D, on la retrouve aussi ici, D inter R. Donc, par exemple, cette probabilité-là, je peux l'obtenir sur cet arbre-là. Donc, ça va me permettre de trouver la probabilité du haut. Quant à P de R, je l'avais calculé, c'était 0,134. Voilà, tout simplement. Donc, je vais calculer R inter D qui est aussi D inter R. Je vous rappelle que l'intersection de deux événements, je peux commuter l'ordre ici de mes événements. Hein. R inter D, c'est pareil que D inter R. Du coup, c'est égal à P de D fois celui-là qui est P de R, sachant qu'on était sur D. Donc P de R, sachant D, divisé par, on ne va pas trop, divisé par P de R. C'est égal à quoi? Ça fait 0,06 fois 0,98 divisé par P de R qui vaut 0,134.
Je prends ma calculatrice. 0,06 fois 0,98 divisé par 0,134. Et je trouve environ... Alors, est-ce qu'on me précisait dans l'énoncé à combien je devais arrondir? Non, je ne vois pas de telle information. Alors, de toute façon, pour cette question, c'est pas très grave parce qu'on me demandait de comparer à 50%, mais bon, je vais arrondir au millième, 3 chiffres après la virgule, c'est-à-dire aussi à 10-3 près. 3 chiffres après la virgule. Donc, ça me donne 0, alors normalement, ce que je lis sur ma calculatrice, c'est ça. Pour arrondir à 3 chiffres après la virgule, je vais voir le quatrième. C'est un 8, j'arrondis donc à 0,439. Quoi qu'il en soit, ça veut dire que la probabilité d'avoir un DVD défectueux parmi les DVD retirés, elle est de 0,439, ce qui est inférieur à 50%. Donc, l'affirmation est fausse. Donc, je vais dire, or, P de, ou plutôt donc, P de D sachant R est inférieur à 0,5. Donc, l'affirmation est fausse. Il n'y a pas plus de 50% de DVD défectueux dans ce qui pourrait être donné à l'association caritative. Donc l'affirmation est fausse. Je vais la relire, cette affirmation, quand même, pour m'assurer que je ne me trompe pas. Alors, l'affirmation, c'était... Un responsable de la ville affirme que parmi les DVD retirés, plus de la moitié est composé de DVD défectueux. Donc nous, on a trouvé qu'il y en avait moins de la moitié, puisqu'il y en a 43,9%. L'affirmation est donc bien fausse. Voilà ce qui vient conclure la partie A. Alors, pour la partie B, on me dit « Une des médiathèques de la ville se demande si le nombre de DVD défectueux qu'elle possède n'est pas anormalement élevé. » Pour cela, elle effectue des tests sur un échantillon de 150 DVD de son propre stock. Donc ça sent quand même l'intervalle de fluctuation, qui est suffisamment important pour que cet échantillon soit assimilé à un tirage successif avec remise. Sur cet échantillon, on détecte 14 DVD défectueux. Peut-on rejeter l'hypothèse selon laquelle, dans cette médiathèque, 6% des DVD sont défectueux? Donc, ça, c'est un test de proportion, c'est-à-dire on nous avait annoncé une proportion qui était de 6%. Donc, on a une population de tous les DVD de toutes les médiathèques. Et donc, on annonce qu'il y a 6% des DVD défectueux parmi tous les DVD de toutes les médiathèques. Donc, on a une proportion qui est annoncée, qui est de 6%. Et c'est la proportion de DVD défectueux dans toute la population de DVD de toutes les médiathèques. Et il y a une médiathèque qui se dit, eh ben moi j'ai l'impression que ça n'est pas ma proportion dans mon stock de DVD. Donc elle réalise une étude dans laquelle elle va prendre un échantillon. De quelle taille? Elle nous dit qu'elle va choisir 150 DVD, donc de taille N égale 150. Donc elle va étudier la proportion de DVD défectueux dans son échantillon pour le comparer aux fameux 6% qu'elle est censée avoir, puisque si elle n'a pas plus de DVD défectueux qu'ailleurs, eh bien elle est censée avoir la même proportion que dans la population totale de DVD. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on s'attend à ce que la fréquence soit proche de cette fameuse proportion. Donc, on va calculer l'intervalle de fluctuation pour notre fréquence, c'est-à-dire pour notre proportion de DVD défectueux dans notre échantillon, c'est-à-dire avant de faire l'étude. Alors là, je sais que dans l'énoncé, on m'a dit, oui, en fait, on en a trouvé 14 parmi les 150. Mais dans un premier temps, je ne m'y intéresse pas. C'est-à-dire que j'essaie de savoir où est-ce que ma fréquence devrait se situer avant de faire l'expérience, d'accord? Si jamais, effectivement, il y avait 6% de DVD défectueux. Dans un second temps, je comparerai les fameux 14 DVD à cette proportion ici. Mais dans un premier temps, je vais simplement me dire, avant de faire mon étude, où est-ce que ma fréquence
aurait dû se trouver, dans quel intervalle ma fréquence devrait se trouver si jamais ma vraie proportion est de 0,6. Alors tout d'abord, je vais voir si je peux utiliser un intervalle de fluctuation, c'est-à-dire l'intervalle dans lequel ma fréquence aurait pu se retrouver si cette hypothèse est vraie. Donc les conditions, je vais regarder si elles sont réalisées pour l'intervalle de fluctuation asymptotique, pour la fréquence au seuil de 95%. Donc mes conditions, c'est que n doit être plus grand que 30. Est-ce que c'est le cas? N vaut 150. Donc, n est plus grand que 30. Pas de problème. Jusqu'à là, tout va bien. N fois P. N fois P, c'est 150 fois 0,06, ce qui me donne 9. Donc, N fois P, c'est bien plus grand que 5, puisque c'est ça les conditions qu'on a rappelées au début de la vidéo. Et N fois 1 moins P, c'est égal à 150 fois 1 moins 0,06, ce qui est égal, alors bon, pour aller un peu plus vite, je sais qu'en faisant N moins ce nombre-là, je devrais trouver lui, 141, vous pouvez vérifier avec vos calculatrices, 141, donc N fois 1 moins P, c'est plus grand que 5. Je vérifie quand même les petits calculs, voilà. Donc mes conditions sont vérifiées. Donc, les conditions sont vérifiées. Ça veut dire que l'intervalle que je vais calculer, que j'aurais pu calculer de toute façon, eh bien là, cette fois-ci, il aura du sens. Vérifier, condition, donc ES. Donc je vais fabriquer mon intervalle. Alors je vais effacer les conditions, parce que j'ai besoin de place pour écrire cet intervalle. Alors, mon intervalle. Donc on note IF comme intervalle de fluctuation pour la fréquence. C'est un intervalle au seuil de 95% que l'on va choisir nous. Alors c'est toujours celui-là qu'on prend en général lorsqu'on ne nous précise rien. Du coup, eh bien, je vais réécrire la formule. Donc c'est P moins 1,96 racine de P fois 1 moins P sur racine de N, et P plus 1,96 racine de P fois 1 moins P sur racine de N. Donc moi je vais remplacer par mes valeurs de mon énoncé. P c'est 0,06 moins 1,96 racine de 0,06 fois 1 moins 0,06 sur la racine carrée de N qui vaut 150, puisqu'il y a 150 DVD qui ont été étudiés. Ensuite, j'ai 0,06 plus 1,96 racine de 0,06 fois 1 moins 0,06 sur la racine carrée de 150. Voilà. Donc je prends ma calculatrice et puis je vais taper ça. Alors, j'ai 0,06 moins 1,96 fois la racine carrée de 0,06 fois 1 moins 0,06, que je peux aussi dire 0,94, divisé par la racine carrée de 150. Ça me donne, alors là j'écris tout, je vais revenir après sur comment j'arrondis. Donc pour l'instant j'écris plein de chiffres. Je vais arrondir après.
Donc 3 petits points. Et de l'autre côté, donc je reprends ma formule et je remplace le moins par un plus. Pareil, j'écris tout, je vais voir comment j'arrondis. Voilà, 3 petits points. Ok. Alors, comment j'arrondis? Eh bien, mon intervalle ici, quand j'arrondis, je dois faire très attention. C'est un intervalle dans lequel ma fréquence est censée tomber 95 fois sur 100. Donc, cet intervalle, il faut que je garde ça en tête. C'est au seuil de 95%, c'est-à-dire que je dois tomber dedans au minimum 95 fois sur 100. Si je le réduis, puisque là, c'est censé être mon intervalle avec des valeurs plus ou moins exactes, hein. Toujours un petit problème du 1,96, mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Si je le réduis, cet intervalle, c'est-à-dire si cette valeur-là, par exemple, est arrondie par excès, c'est-à-dire que par une valeur plus grande, et celle-là, par exemple, par une valeur plus petite. C'est-à-dire que j'aurai un intervalle que j'aurai marqué, mon intervalle avec les valeurs arrondies, eh bien, sera plus petit que cet intervalle-là. Ce qui veut dire que cet intervalle-là, je savais que j'avais 95% de chance de tomber dedans, mais si je le réduis en arrondissant, eh bien, potentiellement, je ne tomberai plus 95 fois sur 100, je tomberai un petit peu moins. J'aurai un peu moins de chance de tomber dedans puisqu'il sera plus petit. Donc ça, je ne veux pas. Moi, je veux être sûr de tomber au moins 95 fois sur 100 dedans. Donc ça veut dire que je vais l'arrondir en le prenant un petit peu plus grand. Ça veut dire que du côté gauche, je vais arrondir par défaut tout le temps. Du côté droit, je vais arrondir par excès tout le temps. Ça veut dire que l'intervalle que j'ai mis en noir ici, il serait comme ça. Et moi, l'intervalle que je vais donner en arrondissant, c'est je vais arrondir un petit peu à gauche ici, un petit peu à droite ici, mais pas le contraire. Mon but est d'avoir un intervalle à la fin qui contienne celui-là. L'image que je donne, généralement, c'est l'histoire de la voiture et du garage, que j'ai déjà donné dans d'autres vidéos. C'est quand j'ai une voiture à faire rentrer dans un garage, donc là j'ai les roues, elle est vue de face, là il y a le radiateur, ma voiture, hop, avec le volant ici, elle est de face. Si jamais elle mesure une certaine largeur et que je dois arrondir mes mesures pour construire les murs de mon garage, si je veux être sûr qu'elle rentre, eh bien, côté gauche, j'arrondis en dessous pour avoir le mur de mon garage ici, pour être sûr qu'elle rentre. Côté droit, j'arrondis au-dessus. Si je fais le contraire, ma voiture ne rentre plus. Voilà, donc ici par défaut, ici par excès. Donc, si je choisis d'arrondir à 3 chiffres après la virgule, eh bien là, je m'aperçois que j'ai 0,021 et que du coup, derrière, ce qui suit est un 9. Donc, habituellement, j'aurais plutôt tendance à arrondir à 0,022. Mais, on a dit qu'on allait arrondir par défaut. Donc, peu importe que ce soit un 9, un 8, un 7, un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1, un 0, eh bien, je me retrouve avec 0,021. J'arrondis par défaut. Et celui-là, je vais arrondir par excès. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, derrière, ça doit être un 0. Comme il n'y a pas que des zéros derrière, hein, ici, vous voyez, c'est plus grand que 0,098, mon nom. Eh bien, je vais arrondir par excès, donc à 0,099. Voilà. Donc, cet intervalle, je vais le renoter ici. Et on va l'utiliser pour savoir du coup si dans notre cas, dans notre bibliothèque là, médiathèque, eh bien il y a plus de DVD défectueux que dans la normale. Ok. Alors au passage, hein, vous voyez que cet intervalle a bien été construit. Donc on avait les DVD, il peut y en avoir de 0 à 100% de défectueux. On avait notre fameuse valeur de probabilité de 0,06. Alors je le place là, mais c'est mal placé. Hein. Hop. 0,06. Et on a construit un intervalle autour qui va de 0,021 à 0,099.
Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, donc ça c'est notre intervalle ici, hein. Et donc ma fréquence, si jamais dans la population, il y a vraiment 6% de DVD défectueux et que dans ma bibliothèque suit la population, eh bien je m'attends à trouver une fréquence comprise entre 0,021 et 0,099 dans mon échantillon de 150 DVD. Ce qui veut dire quoi? Bah, j'ai 95% de chance pour que ma fréquence, quand je vais faire mon expérience, eh bien, tombe dans cet intervalle. Donc bah, maintenant est venu le temps de faire l'expérience. Donc maintenant seulement, je vais m'intéresser au fait qu'on avait trouvé 14 DVD dans les 150 sélectionnés. Donc je vais m'intéresser à ce qu'a valu du coup ma variable aléatoire. Donc ma variable aléatoire a finalement pris une valeur puisqu'on a réalisé l'expérience. Donc cette valeur, c'est la fréquence observée dans mon échantillon. Et cette fréquence, qu'est-ce qu'elle vaut? Bah, cette fréquence, elle vaut les 14 DVD. Alors je vérifie que c'est bien 14 pour ne pas recommencer la vidéo 4 fois. Oui, c'est bien ça. Il y a 14 DVD défectueux parmi les 150 DVD sélectionnés pour l'étude. Donc je calcule ce que ça me donne, 14 divisé par 150, et ça me donne 0, donc c'est environ égal à 0,933. Derrière, ce sont des 3, hein, donc 3, je laisse arrondi comme cela. Donc c'est environ égal à 0, il me manque un 0, 0,933. Donc du coup, 0,933, donc je vais arrondir à 0,093 pour avoir 3 chiffres après la virgule, comme depuis le début de l'exercice. Du coup, ma fréquence de DVD défectueux dans mon échantillon, elle est de 0,093. Alors effectivement, a priori, si on n'était pas renseigné sur ces intervalles de fluctuation, on pourrait dire ça fait 9,3% de DVD défectueux, alors que dans la population, il y en a 6% de DVD défectueux. Donc on pourrait penser que effectivement c'est plus grand, donc dans notre bibliothèque il y a plus de DVD défectueux qu'ailleurs. Mais en fait, si on compare à l'intervalle de fluctuation, c'est-à-dire l'intervalle dans lequel si jamais la proportion c'est bien celle-là, la fréquence a de grandes chances de se trouver, eh bien on trouve une valeur qui est à l'intérieur de cet intervalle. Vous voyez, 0,093 est entre 0,021 et 0,099. Ça veut dire que ma fréquence que j'ai trouvée est une valeur tout à fait possible si jamais la proportion dans la population est de 6%. Ça veut dire que ça n'est pas une valeur qui est suffisamment grande pour dire qu'effectivement, il y a certainement plus de DVD défectueux dans cette médiathèque que dans toutes les autres. Je refais mon intervalle que j'avais fait tout à l'heure. J'ai mon intervalle qui est construit donc autour de 0,06. Et donc, concrètement, cet intervalle, c'est l'ensemble des valeurs qui ne permettent pas de dire qu'on a une proportion différente de celle qui était annoncée, puisque c'est l'ensemble des valeurs qui ont de grandes chances d'arriver, qui ont 95% de chances d'arriver, si jamais la vraie proportion, c'est bien celle-là. Donc, si on avait trouvé une fréquence pour notre bibliothèque ici, en dehors de l'intervalle, on aurait dit, ah bah vous voyez, si j'avais trouvé une fréquence par exemple qui tombait là, eh bien elle est trop éloignée des 0,06 puisqu'elle est en dehors de l'intervalle. C'est l'intervalle qui décide si je suis trop éloigné de 0,06 pour penser que la proportion c'est bien 0,06. Donc à l'extérieur, je suis trop éloigné pour penser que c'est cette proportion-là. À l'intérieur, je ne suis pas assez éloigné pour penser que ce n'est pas cette proportion-là. Donc, je vais conclure. Or, f appartient à l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% pour la fréquence. Donc, comme c'est à l'intérieur, eh bien, c'est une valeur tout à fait qui ne me permet pas de rejeter l'hypothèse comme quoi dans ma bibliothèque, il y a cette proportion-là. Donc, alors bien sûr, ma décision, je l'ai prise au seuil de 95% puisque c'est un intervalle dans lequel je tombe 95% du temps. Donc, au seuil
de 95%, cette étude, donc sur l'échantillon des 150 DVD, ne permet pas de remettre en question la proportion de DVD défectueux dans cette médiathèque, ou je ne sais plus comment ils ont appelé ça, oui c'est ça, dans cette médiathèque. Donc je vais répéter une dernière fois l'explication. C'est que si on avait trouvé une proportion de DVD défectueux dans l'échantillon plus grande, c'est-à-dire en dehors de l'intervalle, là, on aurait conclu qu'effectivement, on pouvait remettre en question le fait qu'il y avait 6% de DVD défectueux dans notre médiathèque bien précise. Voilà, puisque la distance entre les 6% et le pourcentage qu'on aurait trouvé nous, eh bien, aurait été significative, comme on dit, c'est-à-dire que elle aurait été suffisamment grande pour remettre en question le fait qu'il y ait la même proportion que dans toutes les autres médiathèques de DVD défectueux. Là, certes, la fréquence est supérieure, la proportion dans mon échantillon, c'est-à-dire la fréquence, est supérieure à la proportion dans toutes les médiathèques, mais elle a beau être supérieure, elle n'est pas significativement supérieure, c'est-à-dire elle n'est pas assez grande pour conclure que cette différence venait d'une proportion différente de 6% dans notre médiathèque. Voilà pour cette partie B. Donc les explications sont un petit peu longues, mais je prends du temps parce que c'est la première vidéo qui porte sur les intervalles de fluctuation asymptotiques au seuil de 95%, et que donc je détaille un petit peu plus. J'irai certainement un petit peu plus rapidement sur les prochaines vidéos qui portent sur ce sujet. Donc ça va nous amener à la partie C, qui ne porte pas là-dessus. Alors, partie C. Hop. Et donc, la partie C, on me dit, une partie du stock de DVD de la ville est constituée de DVD de films d'animation destinés au jeune public. On choisit un film d'animation au hasard et on note X, la variable aléatoire qui donne la durée en minutes de ce film. X suit une loi normale d'espérance mu égale 80 minutes et d'écart type sigma. De plus, on estime que P de X supérieur à 92 est égal à 0,10. Donc, si j'ai bien compris, j'ai une variable aléatoire grand X qui suit une loi normale avec mu qui vaut 80, donc la durée est en minutes, 80 minutes, et l'écart type est noté sigma, comme souvent. Par contre, on ne me dit pas ce que c'est. Par contre, on me dit que la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 92, elle est égale à 0,10. Alors, moi, quand j'ai une loi normale, ce que j'aime bien, c'est représenter la fonction de densité sur un graphique. Alors, un graphique croquis, parce que, comme vous voyez, c'est pas très précis, mais ça m'aide à voir les choses. Je sais que ma loi normale, le pic ici de ma cloche, c'est mu, donc 80. Et donc on me dit que la probabilité que la durée d'un film soit supérieure à 92 minutes est de 10%. Alors 92 minutes, c'est par où? C'est par là. Hop. Je passe un petit peu au hasard. Et je veux que la probabilité que la durée soit supérieure à 92, c'est-à-dire l'air sous la courbe de ce côté-là, soit égale à 0,10.
on me demande de déterminer sigma. Donc sigma, je vous rappelle, hein, c'est ce qui gère ici le maximum pour ma fonction. Donc c'est ce qui gère en fait la forme de la cloche. Est-ce qu'elle va monter très haut et du coup être très resserrée? Ça, c'est si sigma est très petit. Et plus sigma grandit, plus ma cloche va être étalée et donc moins haute. Pourquoi? Je vous rappelle que il faut aussi que l'air sous la courbe soit égal à 1. Si je monte la courbe là et que je rajoute de l'air dans cette zone, je vais en retirer sur les côtés. Voilà, donc il faut que je trouve le bon sigma pour que ma courbe, l'air ici, soit égal à 0,10. Par exemple, si je prends un sigma plus proche de 0, ça va faire monter ma courbe et ici, ma courbe va venir se coller à l'axe des abscisses beaucoup plus vite. Je suis donc en train de modifier l'air qui est dans la zone bleue. Donc moi, je veux trouver le sigma qui fait que l'air assuré en bleu soit égal à 0,1. Voilà ma question. Le problème de cela, c'est que votre calculatrice, pour tout ce qui est calcul avec une loi normale, quand vous voulez calculer une probabilité, quand vous voulez calculer des abscisses, des choses comme ça, eh bien, en fait, vous avez besoin de mu et de sigma. Donc, ici, vu que vous ne connaissez pas sigma, c'est là où arrive le petit problème, c'est que, en fait, vous ne pouvez pas utiliser votre calculatrice. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se ramener à une loi pour laquelle on connaît mu et sigma. On va se ramener à la loi normale, centrée, réduite. Espérance 1, écart type et variance égale à, espérance 0, écart type et variance égale à 1 toutes les deux. Du coup, on va se ramener à cette loi. Pourquoi? Parce que du coup, je pourrais rentrer mu et sigma dans ma calculatrice puisque je les connaîtrai. Alors, comment je fais pour me ramener à cette loi-là? En fait, quand j'ai une loi normale qui n'est pas centrée et qui n'est pas réduite, je peux tout à fait la ramener à une loi normale centrée réduite. Alors, si grand X était la variable aléatoire qui suivait cette loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma, sigma carré ici, c'est la variance, hein, c'est ce qu'on note quand on utilise cette notation. Eh bien, si je fais grand X moins l'espérance divisé par l'écart type, eh bien, je me retrouve avec une nouvelle variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite. Donc, si x suit la loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma, je sais que, eh bien, x moins mu sur sigma, qui est une nouvelle variable aléatoire, eh bien, elle va suivre la loi normale centrée réduite. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Donc, je vais traduire le fait que x soit supérieur à 92 en x moins mu sur sigma, supérieur à quelque chose, justement. Si x est supérieur à 92, ça, comment est-ce que c'est? Donc voilà, donc je vais partir de x plus grand que 92, puisque c'est la seule information que j'ai, c'est que la probabilité ici vaut 0,1. Donc, x est supérieur à 92, c'est équivalent à dire quoi? C'est équivalent à dire que x moins mu, alors mu je le connais, c'est 80. X moins 80 est supérieur ou égal à 92 moins 80, ce qui fait 12. Je continue à reconstruire cette chose-là. Hein. Donc, ça veut dire que x moins 80 sur sigma, alors là, pour le coup, je ne peux pas le remplacer, je ne le connais pas, doit être supérieur à 12 sur sigma. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui est supérieur à 92, ça revient à dire que lui est supérieur à 12 sur sigma. Lui, je pourrais l'appeler Z. Comme ça, je lui donne un nom, ça m'évite de le réécrire en entier à chaque fois. Donc, je vais regarder. Lui, il est sur une loi normale centrée réduite. Donc, je vais tracer une loi normale centrée réduite. Et je vais regarder ici quand est-ce que Z est supérieur à 12 sur sigma. Je vais le dessiner sur mon graphique. Alors, je vais représenter une loi normale centrée réduite. Je fais mes axes. Hop. Alors, petit conseil, faites votre courbe en cloche avant de faire l'axe des ordonnées. Comme ça, vous pouvez le placer correctement. Donc, celle-là, on va considérer que c'est la courbe de la loi normale centrée réduite. Alors, l'espérance vaut bien 0. Pour le sigma,
c'est libre à moi de tracer un peu comme je veux, hein, mais le sigma vaut 1. Donc ici, j'ai mu qui vaut 0 et sigma qui vaut 1. Donc, j'ai dit que si x était supérieur à 92, ça revenait à dire que ma loi normale centrée réduite était supérieure à 12 sur sigma. Donc en fait, moi, je veux trouver une zone bleue ici, où quand on est supérieur à ce fameux 12 sur sigma, eh bien l'air ici vaut comme là-bas, puisque x supérieur à 92, il y avait 10% de chances que ça se produise. Comme c'est le même événement que celui-là, eh bien ça veut dire que cet événement-là a 10% de chances de se produire. Donc ici, je veux que ce soit encore égal à 0,10. Donc je vais prendre ma calculatrice et je vais utiliser la formule de la fonction de ma calculatrice qui me permet de trouver une abscisse pour avoir une certaine aire sous la courbe. Alors moi, là où je me retrouve un peu bloqué, c'est que ma calculatrice, eh bien, n'est capable de me donner une abscisse que pour une aire à gauche. Par exemple, ici, si je veux trouver ce que vaut 12 sur sigma, eh bien, avec mon modèle de calculatrice, qui n'est pas le cas de tous les modèles, eh bien, je vais devoir lui dire que je veux une aire à gauche d'une certaine valeur. Donc, si à droite, ça vaut 0,10, ça veut dire que l'aire à gauche vaut 0,9. Donc, moi, je vais devoir feinter un petit peu comme ça, à cause du modèle de ma calculatrice. Donc, ici, ça veut dire que l'aire verte est 0,9. Et ma calculatrice est capable, si je lui donne mu et sigma, donc ici c'est 0 et 1, de me dire quelle doit être l'abscisse pour avoir une aire sur la gauche de 0,9. Donc je vais prendre ma calculatrice et je vais vous montrer. Hop, c'est parti. Les petites boîtes, ma calculatrice, et on y va. Alors, je vais dans distribution, comme à chaque fois que je souhaite trouver des fonctionnalités sur les probabilités. Donc, j'ai frac normal. Alors, vous pouvez avoir inverse normal, inv normal ou des choses comme ça, vous. Je vais dessus. Et là, on me demande une R. Alors, c'est la fameuse R à gauche que je veux. Donc, c'est les fameux 0,9. Alors, vous avez le choix, des fois, de sélectionner. Il y a R à gauche, droite ou centrale. Eh bien, vous, si vous aviez le choix entre gauche, droite et centrale, soit vous cliquez sur gauche et vous mettez comme moi 0,9 puisque vous parlez de l'aire verte, soit vous cliquez sur droite et vous mettez dans ce cas-là 0,10 puisque vous parlez de l'aire bleue. Mu vaut 0, sigma vaut 1, donc vous voyez, hein, ici je peux tout remplir, donc je vais pouvoir le faire. Et on me dit que c'est 1,28, 15, etc. Donc moi, on m'a demandé d'arrondir à 2 chiffres après la virgule. Donc je vais faire mon calcul. Ça me donne quoi? Donc ça me dit que 12 sur sigma, c'est ce fameux 1,28. Donc c'est parti. Alors. Donc si je vais arrondir mon sigma à 2 chiffres après la virgule, je vais faire attention, je vais prendre beaucoup de chiffres après la virgule. Le mieux, ce serait de faire dans ma calculatrice le calcul avec frac normal. Hein. Bref, donc je veux que 12 sur sigma, ici, ma calculatrice m'a dit que ça devait être environ égal. Donc je vais partir avec un égal, hein, tant pis, ce sera pour, j'arrondirai à la fin. Donc c'est censé être égal à 1,28. 15, 5. Voilà, donc c'est environ égal à ça. Donc ici, ça veut dire que sigma, ça va être égal à, donc je vais avoir 12, alors je vais faire avec les quantités. Donc la valeur que j'ai trouvée, je vais l'appeler petit u. Ça veut dire quoi? Donc à la fin, je remplacerai. Ça veut dire que 12 sur sigma égale petit u, c'est équivalent à dire que 12 est égal à petit u, donc le petit u, c'est le fameux 1,28 que j'ai trouvé, mais c'est la valeur exacte, fois sigma, ce qui est équivalent à dire que sigma vaut donc 12 sur le fameux petit u, c'est le fameux 1,28, sauf que c'est la valeur exacte. Donc voilà pourquoi j'ai noté ça comme ça. Si je fais le calcul, du coup, du 12 divisé par 1,28, 15, 51, etc. Puisque ça, c'était
un nombre avec de nombreux chiffres après la virgule et certainement une infinité. Donc, ça me donne sigma qui est environ égal à, alors je tape sur ma calculatrice 12 divisé par la réponse que j'avais eue pour frac normal et je me retrouve avec 9,36, 36, 49. Alors on m'a demandé d'arrondir à 10-2, donc je m'arrête à 36, je regarde le chiffre d'après, c'est un 3, donc finalement je me retrouve avec 9,36. J'ai donc identifié qui était sigma. Sigma est donc 9,36. Voilà pour cette question. Donc la morale de tout ça, c'est je ne fais pas mes calculs avec ma loi normale de base. Je vais traduire l'événement pour ma loi normale de base que je vais traduire en événement pour la loi normale centrée réduite. Ça me permet d'identifier une abscisse qui me permet de retrouver le sigma. Et pourquoi je suis passé par la loi normale centrée réduite? Parce que c'est une loi pour laquelle je connais mu et sigma. Donc mu vaut 0, sigma vaut 1, et ça me permet d'utiliser ma calculatrice. Cela m'amène à la question suivante. Alors, on me parle d'un enfant qui regarde un film d'animation, du coup, puisque ça concerne les films d'animation, la durée là, dont on parle depuis tout à l'heure. Et donc, on me dit, un enfant regarde un film d'animation dont il ne connaît pas la durée, sachant qu'il en a déjà vu 1h30, quelle est la probabilité que le film se termine dans les 5 minutes qui suivent? Alors, donc, on a la durée d'un film, petit rappel, qui suit la loi normale, avec mu qui vaut 80 et sigma qui vaut, alors nous on va prendre la valeur arrondie, 9,36. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur cet enfant? On nous dit que, sachant qu'il a déjà vu 1h30 de film, quelle est la probabilité que le film se termine dans les 5 minutes qui suivent? Donc, on me demande la probabilité, sachant qu'il a déjà vu 1h30. Alors, je fais attention, je traduis en minutes. Donc, ça veut dire que la durée du film, s'il a déjà vu 1h30 et que c'est pas encore fini, eh bien, c'est que la durée du film est supérieure à combien de minutes? 1h30, c'est 90 minutes. Donc, sachant que la durée du film qu'il est en train de voir est déjà supérieure à 90 minutes, quelle est la probabilité qu'il dure 5 minutes de plus, c'est-à-dire que la durée soit plus grande que, alors c'est se termine ou dure encore 5 minutes de plus. Se termine dans les 5 minutes qui suivent. Donc ça veut dire que la durée serait inférieure ou égale à 95 minutes. Donc quelle est la probabilité que la durée soit inférieure à 95 minutes, sachant qu'elle est supérieure à 90 minutes, puisqu'il a déjà vu 1h30 de film. Ça, cette probabilité, je reviens à la définition. Quand j'avais quelque chose comme ça à calculer, P de A sachant B, eh bien c'était P de A inter B, la formule, divisé par P de B, si jamais P de B ne valait pas 0. Donc du coup, ici, je me retrouve avec la probabilité de l'événement, celui-là inter celui-là, donc X supérieur ou égal à 90 inter X inférieur ou égal à 95, divisé par P de X supérieur ou égal à 90. Alors, petite précision sur les notations. Ici, là, quand j'ai directement les parenthèses, je ne mets pas les accolades. Je pourrais les mettre. Et ici, je mets les accolades parce que c'est bien cet événement inter celui-là. Donc là, je dois utiliser les accolades. De temps en temps, vous êtes un peu étonné de voir des accolades. Alors du coup, la question c'est que vaut P de X plus grand que 90 inter X plus petit que 95? Je me pose la question, j'ai des films. Ça c'est l'événement, donc ma durée de film c'est de 0 minutes à je ne sais pas combien de minutes. Mais en tout cas ici, je m'intéresse aux films qui durent plus de 90 minutes. Donc ça, X supérieur à 90, c'est l'événement, le film dure plus de 90 minutes. Donc ce sont tous les films qui se termineront
dans cette zone-là. Ici, c'est X inférieur à 95. Donc, cet événement-là, ce sont les films qui finissent avant la 95e minute. Donc, ce sont les films qui se situent là-dedans. Donc, quand je parle de l'événement X plus grand que 90 inter X plus petit que 95, je parle des films qui durent finalement à la fois plus de 90 minutes et moins de 95 minutes. Donc, les films qui durent entre 90 et 95 minutes. Donc, en fait, cet événement, c'est la probabilité donc de l'événement que la durée du film soit entre 90 et 95 minutes par rapport à la probabilité d'avoir un film qui durait plus de 90 minutes. Il faut bien le rapporter au film qui durait plus de 90 minutes puisque j'avais considéré ici, sachant que X était plus grand que 90. Donc je m'intéresse aux films qui font moins de 95 minutes, mais parmi ceux qui duraient plus de 90 minutes. Du coup, je vais prendre ma calculatrice pour calculer chacune des deux valeurs, sachant que je peux le faire puisque je connais mu et sigma. Donc, calculatrice. Et c'est parti. Donc, la première que je veux, c'est X compris entre 90 et 95. Donc, distribution. Cette fois-ci, j'utilise ici normal FREP ou normal CD sur Casio. La borne inf, c'est 90, puisque je veux entre 90 et 95 minutes. Borne sub 95, mu, c'est 80. Et sigma, c'est la valeur qu'on m'a demandé d'arrondir, donc 9,36. Et je trouve 0,08816, etc. Je regarde tout de suite si on me demande d'arrondir. Non, donc je vais arrondir à 10 moins 3 comme je l'ai fait jusqu'à présent. Donc ça me donne 0,088. Alors, remarque, je vais peut-être pas arrondir, je vais peut-être la garder celle-là. Cette valeur, je vais la diviser par, puisqu'il faut que je calcule encore le reste en bas. Donc avant d'arrondir, je vais finir mes calculs. Donc divisé par, je retourne chercher normal FREP pour calculer P de X plus grand que 90. Donc P de X plus grand que 90, c'est borne inf à 90, borne sup, je vais simuler plus l'infini en mettant 10 millions de milliards. Hop, je valide. Donc au final, quand je fais mon ancienne réponse, donc c'était quoi? C'était la probabilité qui était au numérateur divisé par la probabilité du dénominateur. Je trouve le résultat final de 0,6179. Donc si j'arrondis à 3 chiffres après la virgule, au millième, donc ça fait 0,618. Donc c'est environ égal à 0,618. Du coup, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une probabilité de 61,8%, 61,8% que le film dure encore moins de 5 minutes quand l'enfant a déjà regardé 90 minutes de ce film. Donc, il y a 61,8% des films qui durent plus de 90 minutes qui se terminent dans les 5 minutes. Voilà pour cet exercice.